Avec Stéphanie Germani qui est avec nous, docteur en psychologie, chercheuse en psychanalyse. Et on parle des rêves aujourd'hui. Hélène, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez envie de nous raconter un rêve en particulier, je crois, hein? Oui, en fait c'est un rêve qui revient, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut appeler régulier ou pas régulier, mais de temps en temps. J'ai l'impression que c'est souvent associé à une situation où le lendemain j'ai un gros rendez-vous professionnel ou en tout cas quelque chose d'important qui me met un peu en stress quand même. Ouais. Et en fait, je me retrouve à me rêver, donc me retrouver à l'entrée du bus scolaire. Je visualise un peu plutôt les années collège, je dirais. Mais voilà, parce que la situation autour me fait penser à ces années-là. Et je me retrouve toute nue à devoir rentrer dans le bus et me retrouver avec mes camarades toute nue dans le bus pour aller au collège, quoi. Mm-hmm. Voilà. Alors ça dure heureusement jamais très longtemps. Enfin, voilà, ça n'amène pas à des situations où. Enfin, j'ai l'impression que le rêve il dure vraiment très peu. En tout cas, c'est un rêve qui j'imagine, qui vous angoisse un peu, hein. Oui, sur le moment, bien sûr. Ça m'angoisse parce que j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation, clairement. Mais voilà, c'est vraiment rigolo parce que c'est souvent ça qui revient. C'est une sorte de rêve assez fréquent, hein, Stéphanie Germani. Oui, tout à fait. C'est l'angoisse de se mettre à nu. Qu'est-ce que signifie se mettre à nu? C'est quelque part de laisser la possibilité à l'autre de voir notre intérieur, notre intimité. Donc finalement, lorsque vous avez des rendez-vous importants, semble-t-il, vous avez besoin d'être en défense, c'est-à-dire de pouvoir montrer une façade, quelque chose comme si justement on s'habille, on se couvre, on est protégé. Là justement, le fait d'avoir un rendez-vous, c'est comme si vous aviez l'angoisse de ne plus avoir de vêtements, de ne plus avoir de protection, de ne plus avoir la possibilité de vous cacher. Et donc peut-être cela réveille aussi d'autres sentiments, puisque vous revenez toujours à un contexte psychique qui est l'époque où vous étiez à l'école. Donc il y a aussi sûrement un lien avec une situation semblable que vous avez peut-être vécue aussi lorsque vous étiez enfant. Ce sentiment en fait d'être dérobé par le regard de l'autre ou par l'intervention de la parole de cette personne qui vous faisait soit passer un entretien ou un professeur, je ne sais pas. Oui, je sais que quand j'étais au collège, j'étais quelqu'un d'assez timide, absolument, assez réservé. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'avec l'âge et puis justement l'expérience professionnelle, etc., je suis plutôt quelqu'un d'à l'aise dans son travail. Oui, mais sauf que quand vous avez la situation, mais ouais, c'est vrai vous l'avez bien dit, hein, c'est l'éveil d'un rendez-vous important que vous refaites ce rêve. Donc ça réactive ce que vous ressentiez quand vous étiez plus jeune, en fait. Oui, tout à fait. Et c'est drôle parce qu'il y a celui-là et puis il y en a un autre aussi où je me retrouve pareil, toujours la scolarité, face à un examen qui tombe et où j'ai rien préparé, rien bûché, rien. Je me trouve à me dire, mince, mais j'ai pas bossé. Qu'est-ce que je vais pouvoir écrire sur ma copie, quoi. C'est vraiment oui, ce qui veut dire que vous vous mettiez fort la pression quand vous étiez enfant, adolescent, ou vos parents vous mettaient fort la pression, je ne sais pas qui, mais comme si de toute façon vous n'étiez pas suffisamment préparé pour réussir l'examen. Donc alors après ça peut être vous qui avez un sentiment de toujours vouloir mieux faire, d'être parfaite. Enfin. En fait, paradoxalement, j'ai pas le sentiment que je me mettais beaucoup la pression, ni mes parents trop, parce que comme j'avais quelques facilités, en fait justement au contraire, j'arrivais toujours un peu à me dépatouiller, même quand j'avais pas trop travaillé, quoi. Alors c'est pas très joli comme ça, mais enfin je sais pas, peut-être que quand même ça a dû me mettre dans des situations à des moments plus inconfortables que d'autres, et que du coup ça ressort aujourd'hui. Votre timidité de toute façon forcément a dû jouer aussi, même si vous étiez plutôt brillante, le fait d'être timide face à un professeur, de toute façon c'est une situation qui est pas agréable. Oui, tout à fait. Ouais, c'est sûr. Et souvent, en fait, les professeurs ou les rendez-vous peut-être que vous évoquez, ce sont souvent des personnes qui ont un statut hiérarchique supérieur, par exemple?
Oui. Oui, voilà. Donc ça peut aussi renvoyer à la figure parentale. Hein. Donc voir un peu ce qui se trame dans votre histoire personnelle avec vos parents ou l'un de vos parents, qui peut-être a été difficile sur le fait de devoir exprimer votre intériorité, c'est-à-dire pouvoir dire ce que l'on est, se mettre à nu, pouvoir oser mettre en mots. C'est parfois compliqué lorsqu'on a un parent qui est quelque part un peu castrateur. Par exemple. Oui, qui reconnaît difficilement ses torts et tout ça. Oui, exactement. Tout à fait, ouais. C'est très troublant que vous fassiez ce parallèle-là, ouais, mais c'est tout à fait ça. Ce qui veut dire quand même quelque part, Hélène, c'est que entre votre enfance, votre adolescence et ce que vous êtes aujourd'hui, bon, visiblement, vous avez beaucoup cheminé, mais peut-être qu'il reste encore des petits pans de votre personnalité qui ne sont pas encore suffisamment épanouis. Ça vaudrait peut-être le coup de voir qu'est-ce qui fait que vous êtes encore dans le lien parental qui vous oblige à être telle personne, et ce qui pourrait vous libérer pour être réellement vous-même, me semble-t-il en tout cas. Très intéressant. Brigitte, on croirait que vous me connaissez comme si on se voyait toutes les semaines, mais bon. Vous nous racontez des rêves, c'est pas rien. Hein, oui, c'est vrai, mais c'est fou de partir d'un rêve comme ça qui se... parce que plutôt professionnelle que... mais il y a quand même le bus scolaire, ce qui renvoie quand même bien à avant. Hein. C'est pas, vous m'avez pas parlé d'un taxi ou du métro, ou vous m'avez parlé du bus scolaire. Clairement, je vois les alentours du collège, ouais, tout à fait. Oui. Tout à fait vrai. Donc quelque part en fait finalement toutes les situations qui vous renvoient à cette dimension parent-enfant, c'est-à-dire donc le patron qui va juger le salarié, le supérieur qui va donner des arguments sur ce que vous produisez, sur votre travail, parce que vous parlez en fait d'un travail. Le travail scolaire peut renvoyer au travail professionnel. Finalement, il y a quelque chose qui se réactive, c'est-à-dire une blessure, une cassure ou quelque chose qui vous a peut-être sidéré dans ce lien avec une figure parentale peut-être très autoritaire ou on va dire qui vous mettait en fait à dure épreuve. Donc sûrement il y aurait quelque chose à travailler sur ce lien non résolu avec l'un de vos parents. Ou en tout cas, ce qu'il voulait pour vous et ce que vous voulez pour vous-même. À mon avis, c'est là-dessus surtout que vous pouvez avancer. Parce que je pense que vous avez vraiment... et puis de toute façon, vous avez visiblement du talent et de la créativité, etc. Mais mettez-la plus à profit par rapport à vous-même et lâchez un peu les injonctions parentales, quoi. J'y travaille fort depuis de nombreuses années. mais c'est pas toujours évident, effectivement. On a beau se dire cette fois je m'en fiche de ce qu'ils vont en penser, c'est toujours effectivement très, très sournois ce genre de comment dire. Mais on peut pas s'en foutre de ce qu'ils vont penser tant qu'on n'a pas fait la paix avec notre enfant intérieur, en fait. Vous voyez, et le fait que vous dites on s'en fout, ça montre bien qu'il y a une sorte de clivage entre vous, adulte, et votre enfant intérieur qui n'a pas encore résolu les problèmes. C'est vrai, je vous écoute très souvent et ça me fait toujours réagir cette notion d'enfant intérieur. Ouais. Tout à fait. Faire la paix avec lui. Oui, mais c'est tout à fait faisable. Hein. Il faut juste que vous ayez la possibilité d'exprimer peut-être un peu plus fort ce que vous sentez encore comme des injonctions parentales, que vous les exprimiez bien et que vous fassiez le tri sur ce qui vous parle quand même bien de vous et ce qui finalement ne parle vraiment pas de vous. Ça, vous pourriez le faire par écrit, par exemple. En leur écrivant à eux ou en m'écrivant à moi-même? Non, en écrivant vous-même ce que vous ressentez comme étant encore de ce que veulent vos parents. D'accord. Vous écrivez comme si c'était vos parents qui vous écrivent, en fait, plus exactement. D'accord. Oui, d'accord, je comprends. Peut-être repérer finalement les attentes qu'on avait de vous. C'est-à-dire peut-être vos parents ont beaucoup projeté et finalement vous étiez toujours à vous justifier de ne pas être ce qu'ils attendaient de vous. Donc vous êtes peut-être dans un conflit à vouloir toujours faire comme l'autre voudrait et quelque part c'est très compliqué d'assumer d'être pleinement la femme que vous êtes parce qu'il y a eu ce lien qui n'est pas résolu avec la figure parentale. D'accord.
tout en sachant que quelque part la pression quand même qu'ils vous ont mis, même si vous m'avez dit qu'ils ne vous avaient pas mis de pression, mais en tout cas leurs espoirs qu'ils ont mis en vous ont certainement été un moteur positif pour vous. C'est pas, vous voyez, c'est pas forcément négatif, mais sauf qu'à un moment donné, vous êtes, à mon avis, hein, d'après votre rêve et d'après ce que vous nous dites, vous êtes un petit peu partagé, et c'est vrai que lorsqu'on est un peu partagé entre un chemin et l'autre, bah, on avance moins librement en quelque sorte. Hein. En fait, je ne sais pas si c'est qui projetait beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que je répondais pas forcément à l'image qui à leurs attentes. Oui, exactement. Il faut faire le deuil de ça, puisque tout parent fantasme un enfant, hein, c'est-à-dire avant même qu'il arrive, on lui choisit un prénom, un nom, on aimerait par exemple qu'il devienne avocat, qu'il soit en fait à la hauteur de notre fantasme. Mais l'enfant ne peut pas être la projection du fantasme du parent en général. S'il a une identité, il va sortir de ses projections. Donc finalement, vous n'avez pas à vous sentir coupable de ne pas être devenu le fantasme de vos parents, parce que si c'était le cas, vous seriez entre guillemets aliéné. C'est-à-dire vous n'auriez pas d'identité, vous seriez uniquement logé dans le fantasme du parent. Donc quelque part, devenir soi, c'est accepter de ne pas être ce que les parents ont projeté sur soi. Et oui. Oui, je suis tout à fait consciente et d'accord avec ça. Je bois vos paroles à 200%. Mais en tout cas, vous avez dit le mot juste, hein, c'est les attentes. Et c'est ça que vous pouvez formuler de plus clairement. Quelles étaient leurs attentes? En quoi vous les avez satisfaites? En quoi vous ne les avez pas satisfaites? Et dans leurs attentes, qu'est-ce qui parle de vous vraiment aujourd'hui ou pas? Et ça, je pense que très clairement, vous pouvez le mettre noir sur blanc. Ça vous permettra d'être plus libre. Bah, noir sur blanc, c'est tout à fait la bonne image, puisque je pense qu'était attendue une petite poupée blonde et est arrivée une petite, une sorcière noire. Furie brune. C'est plutôt ça, effectivement. Oui, et ben c'est bien aussi. Parce que finalement, vous en sortez bien. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis, donc, c'est juste parce que vous avez eu envie de nous raconter ce rêve. Et nous, grâce à vous, Hélène, on montre aux auditeurs comme quoi un rêve parle beaucoup de nous, beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. Et c'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup à juste des petites histoires professionnelles. En fait, quand on creuse un peu, il y a beaucoup plus de choses qui se jouent et qui se trament. Ouais, c'est hyper intéressant. Ben, merci à vous, en tout cas, Hélène. Merci.